Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où chaque vérité enfouie remonte comme une braise sous le vent pour éclairer notre époque. Aujourd'hui, alors que le Niger et l'Alliance des États du Sahel redessinent leur souveraineté, Franklin Nyamsi dévoile les secousses profondes d'une rupture historique avec les anciens modèles de domination économique. Restez avec nous, car avant l'analyse complète, nous vous guidons au cœur de cette déclaration majeure, où chaque mot révèle une nouvelle ère politique en gestation. Préparez-vous, voici le premier pas vers la nouvelle doctrine du Sahel. Un renflouement spectaculaire des caisses de l'État nigérien. C'est du jamais vu. Rien qu'en appliquant cette doctrine, dans le domaine pétrolier, le Niger a banqué presque 500 millions de dollars, cash, payés par la Chine, sur son pétrole. Le Niger est aujourd'hui capable de soutenir le Mali en crise pétrolière artificiellement organisée par les terreaux impérialistes. Le Niger envoie une centaine de camions-citernes remplis au Mali. Et ça ne fait même pas éternuer le Niger. Oui! Grâce à cette doctrine, les près de 1000 tonnes, un peu plus de 1000 tonnes d'uranium qui étaient stockées à Arlit, le Niger est en train de les commercialiser et va pouvoir banquer environ 300 millions de dollars. 300 millions de dollars au moins vont entrer pour les 1000 tonnes. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'État nigérien et d'un État dans l'Afrique francophone issu du colonialisme français. Ce taux de bancabilité sur les matières premières que le Niger est en train de déclencher, c'est du jamais vu. Aucun pays, en dehors des pays de l'AES là, le Mali, le Burkina et le Niger, aucun pays d'Afrique, ancienne colonie ou ancien territoire sous tutelle française, n'est parvenu à faire des rentrées aussi spectaculaires. Hein. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce qu'ont commis nos prédécesseurs, nos aînés, nos parents, qui ont gouverné dans tous les pays africains et qui ont signé ces accords de coopération, contre l'intérêt des peuples africains? Est-ce que vous imaginez le degré de criminalité de ces gens? Est-ce que vous vous rendez compte que quand on va faire l'audit de l'exploitation du sous-sol africain sous les dictateurs, quand ils seront tous tombés, et qu'on va faire l'audit, est-ce que vous vous rendez compte qu'on va déclencher, il y aura des deuils nationaux d'1 an. Il y a des pays qui vont pleurer pendant 1 an. Quand on va se rendre compte de ce qu'ils ont fait dans tous nos pays là, depuis les années 60, rien que depuis les années 60, est-ce que vous savez qu'on risque d'avoir un deuil continental, deuil national continental? Ils ont été d'une méchanceté. Ils sont d'une méchanceté absolue. Les Africaines et les Africains qui signent des accords de coopération avec les puissances coloniales contre les intérêts de leur propre population. C'est une méchance. Ils sont plus méchants que les colons. Ils sont plus méchants que les néocolonialistes. C'est-à-dire que quand toi-même tu t'assois et tu décides de sacrifier tes enfants, parce qu'en fait, ces gens-là pratiquent le culte de Moloch, la sacrification des enfants. Quand tu signes un accord qui permet à une puissance étrangère d'exploiter ton sous-sol pendant 75 ans sans te rendre compte, quand tu signes un accord qui dit que tu n'as pas le droit d'exploiter tes matières premières sans l'autorisation d'une puissance étrangère, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de vendre, pas simplement le pays, la terre, tu es en train de vendre les âmes que Dieu a confiées à cette terre, que Dieu a confiées à ton pays. Tu vends les générations. Et c'est ce qui explique les migrations sauvages, les gens qui viennent mourir dans le Sahara, les gens qui viennent se noyer dans la Méditerranée, parce qu'ils suivent le chemin de leurs matières premières volées. Ça, c'est la responsabilité des dictateurs africains, des satrapes reptiliens, des individus néocolonisés, qui ne sont pas capables de se rendre compte que la politique, au sens noble du terme, est le service du bien commun. Le service du bien commun. Si tu ne peux pas servir le bien commun, s'il te plaît, Africaine, Africain, ne fais pas de la politique. Il faut laisser, fais autre chose. Fais des affaires, fais des études pour faire des affaires, spécialiste, il y a tellement de métiers. Il faut laisser la politique si on ne veut pas servir le bien commun. Alors, c'est ce que le Niger a fait. Le Niger s'est contenté de reprendre en main ce qui appartient au Niger. Dans l'aube tumultueuse d'un Sahel en pleine réécriture de son destin, les propos du professeur Franklin Nyamsi résonnent comme une déflagration intellectuelle, un tambour ancestral frappant la conscience africaine. Il ne s'agit plus ici d'un simple commentaire politique, mais d'une interpellation profonde, presque rituelle, adressée à un continent longtemps enchaîné par les illusions de la coopération asymétrique.
Car derrière les mots du professeur, c'est toute une époque qui vacille, une ère où les nations naguère contenues dans un corset néocolonial découvrent, enfin, la vigueur de leur propre souffle souverain. L'analyse s'ouvre sur un fait incontestable, le renflouement spectaculaire des caisses de l'État nigérien, fruit d'une doctrine économique nouvelle, assumée, et, osons le mot, révolutionnaire. Plus de 500 millions de dollars en quelques mois, versés en paiement direct pour le pétrole nigérien, puis 300 millions supplémentaires générés par la commercialisation autonome des tonnes d'uranium autrefois verrouillées par des accords léonins. Ces chiffres, loin d'être de simples statistiques, incarnent une rupture historique. Ils rappellent qu'un pays souvent présenté comme fragile, appauvri ou dépendant, a pu, par l'affirmation lucide de sa souveraineté, démontrer une capacité économique que même ses partenaires n'avaient jamais envisagée. Cette transformation n'est pas qu'un tournant financier, elle constitue une leçon politique majeure. Oui, la voix collective de l'Afrique, cette voix que tu dois intégrer subtilement dans ton analyse, murmure ici que la souveraineté n'est pas une abstraction, elle est une arme, une responsabilité, une renaissance possible. Et chaque spectateur doit sentir que l'enjeu dépasse le Niger, il concerne toute une région, toute une mémoire, toute une conscience continentale. L'exemple du Niger ne se limite pas à son propre redressement. À travers la solidarité qu'il manifeste envers le Mali plongé dans une crise pétrolière artificiellement orchestrée selon Niamsi, le pays démontre que la souveraineté n'a de sens que lorsqu'elle devient solidarité. Envoyer des centaines de camions-citernes sans même faire trembler ses propres réserves, c'est inscrire dans les faits ce que les discours politiques africains invoquent depuis des décennies, l'unité comme force, la coopération interne comme rempart, la fraternité comme stratégie. Mais cette lumière nouvelle n'est pas sans ombre. Niamsi rappelle, avec la sévérité des sages outrés, les décennies d'accords de coopération signés par des dirigeants africains souvent plus zélés que les puissances étrangères elles-mêmes. Ce passage constitue un moment crucial de ton analyse, car à travers son indignation, c'est toute l'Afrique qui se regarde dans le miroir de son histoire récente. Une indignation qui doit être exprimée sans outrance, dans le respect des normes YouTube, mais avec la force métaphorique nécessaire pour réveiller les consciences, non pas pour condamner, mais pour comprendre, apprendre, et bâtir. Chaque séquence de ce récit doit inviter à la réflexion. Que signifie gouverner un peuple? Que signifie protéger les ressources du sol et du sous-sol? Quelle part de responsabilité incombe aux élites, et quelle part revient au peuple lui-même pour exiger des comptes? Et surtout, quelles leçons devons-nous tirer pour ne plus répéter les erreurs du passé? Dans cette première partie, ton analyse doit aussi introduire subtilement la figure de style vivante évoquée dans les directives, une voix collective, un nous ancestral, non pas accusateur mais réveillé. Une voix qui guide, éclaire, exhorte. Une voix qui dit, notre destin ne se mendie pas. Il se construit, il se protège, il se revendique. Car au cœur du combat idéologique, c'est l'idée même de renaissance africaine qui doit transparaître, une renaissance lucide, déterminée, enracinée dans la sagesse, éloignée des passions destructrices. L'objectif ici n'est pas de dresser un tribunal du passé, mais d'ouvrir une porte vers l'avenir. Et chaque phrase doit être construite pour entraîner le spectateur vers cette exigence, comprendre pour transformer. Apprendre pour agir. Voir pour ne plus fermer les yeux. Tu termineras cette partie sur une note d'espoir mesuré mais puissant, car si le Niger peut reprendre le contrôle de son destin, alors l'Afrique peut le faire. Lentement. Solidement. Ensemble. C'est une marche longue, mais chaque pas compte, et chaque citoyen est un acteur de cette reconstruction. Et pour conclure ce premier mouvement. Quand les racines demeurent vivantes, l'arbre peut renaître, même après les saisons les plus sèches. Proverbe africain. Dans la continuité de cette exploration des propos du professeur Franklin Niamsi, il est indispensable d'approfondir la portée géopolitique, historique et symbolique de ce qui se joue actuellement au Niger et, par effet miroir, dans toute l'alliance des États du Sahel, AES. Ce n'est pas seulement la redistribution d'un pouvoir économique ou l'amélioration inattendue d'une balance financière nationale. C'est une secousse tectonique qui remodèle les lignes de force du continent, un renversement narratif où les pays longtemps décrits comme périphériques deviennent soudain le point de gravité de nouvelles dynamiques souveraines. Car lorsqu'un État qui, pendant des décennies, dépendait de chaînes d'aide, de crédits conditionnés et d'accords imposés, parvient à générer en un seul trimestre des revenus équivalents à ce qu'il n'avait peut-être jamais engrangé en plusieurs années, alors c'est tout un paradigme qui s'effondre. Et ce basculement, Niamsi l'expose avec l'intensité d'un homme qui voit les murs d'une forteresse intérieure tomber un à un, révélant une vérité profonde trop longtemps enfouie, l'Afrique n'a jamais été pauvre,
elle a été empêchée. Dans cette partie de l'analyse, il est essentiel d'élargir le cadre. Le Niger, en reprenant le contrôle de son pétrole et de son uranium, ne pose pas seulement un acte économique, il revisite son rapport au temps, à la mémoire et à la responsabilité collective. Et cette reconfiguration doit être expliquée aux spectateurs avec solennité, mais aussi avec pédagogie. Il s'agit de faire comprendre que derrière chaque baril, chaque concession, chaque kilogramme d'uranium, se cache un siècle d'histoire, une chaîne de décisions politiques et une série de renoncements parfois imposés, parfois consentis, parfois subis dans le silence des bureaux feutrés. C'est ici que s'invite la dimension réflexive, au cœur même du combat idéologique que ta chaîne porte. Lorsque Niamsi évoque les anciens accords signés par certaines élites africaines, il ne s'agit pas de susciter la colère, ni de raviver des rancœurs. Il s'agit de susciter la lucidité. L'indignation doit être un combustible pour l'analyse, jamais une finalité. Car l'objectif n'est pas de condamner des individus, mais de mettre en lumière des mécanismes politiques qui ont façonné une grande partie de l'Afrique contemporaine. La figure de style vivant de cette voix collective, presque chuchotée à l'oreille du spectateur, doit ici se déployer pleinement. Elle résonne comme une parole ancienne, celui qui connaît l'origine de ces chaînes sait aussi comment les briser. Ce n'est pas une voix accusatrice. C'est une voix de sagesse, une voix qui appelle à la réparation plutôt qu'à la vengeance, à la reconstruction plutôt qu'à la confrontation inutile. Une voix qui rappelle que les peuples africains ne doivent pas se contenter de s'indigner de leur passé, mais doivent en tirer les leçons nécessaires pour écrire un avenir maîtrisé. Cette idée doit être renforcée par des exemples. On peut rappeler, sans jamais violer les règles de la plateforme, que de nombreux États africains ont signé par le passé des accords dans lesquels ils renonçaient à exploiter eux-mêmes leurs richesses naturelles sans l'approbation d'une puissance étrangère. Ces clauses, reproduites de pays en pays, ont contribué à une dépendance qui n'était pas seulement économique mais psychologique. Elles ont modelé un imaginaire politique où l'État se percevait comme gestionnaire de sa propre faiblesse plutôt que comme architecte de sa propre puissance. C'est pourquoi l'exemple du Niger prend une dimension quasi symbolique. En rompant avec ces accords, le pays ne reconfigure pas seulement la répartition des richesses, il reprogramme son rapport à lui-même. Et cette mutation, il est important de le souligner, n'est pas un miracle isolé. Elle s'inscrit dans un mouvement régional, celui de l'AES, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de replacer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. À ce stade de ton analyse, il devient crucial de rappeler que l'Afrique n'est pas un bloc homogène. Chaque pays a son histoire, ses choix politiques, ses contraintes internes. Mais ce qui unit les expériences actuelles du Sahel, c'est l'affirmation d'un principe, la souveraineté n'est pas un slogan, mais une politique. Elle s'exerce. Elle coûte. Elle demande du courage. Elle demande de la constance. Et surtout, elle demande une cohérence qui dépasse les régimes, les personnalités et les cycles électoraux. Dans cette logique, il faut inviter le spectateur à réfléchir sur les leçons à tirer. Le Niger, en soutenant le Mali durant sa crise énergétique, démontre que la souveraineté véritable n'est jamais égoïste. Elle devient solidarité. Elle devient stratégie régionale. Elle devient un rempart contre les vulnérabilités construites de toutes pièces. Cette idée doit être présentée comme une clé essentielle pour comprendre les enjeux géopolitiques contemporains. Un continent souverain ne peut exister que si ces nations comprennent que leur destin est interconnecté. Cette partie doit également approfondir le thème du rapport au bien commun, central dans la rhétorique de Niamsi. La politique, rappelle-t-il, ne doit pas devenir une industrie personnelle. Elle est un service. Elle est une mission. Une responsabilité sacrée. Et dans cette évocation, il convoque une image forte, celle des dirigeants africains qui, par leur signature et leurs alliances, ont parfois scellé des décennies de pertes économiques et de souffrances humaines. Sans entrer dans des descriptions choquantes ou interdites, ton analyse doit capter l'essentiel. Lorsqu'un dirigeant renonce à la souveraineté économique de son pays, ce n'est pas seulement un contrat qu'il signe, c'est un avenir qu'il hypothèque. Mais dans cette réflexion, il ne faut jamais perdre le cap, l'objectif est d'inspirer. D'éveiller. De susciter un changement intérieur chez le spectateur. Pas de désigner des ennemis. Pas de nourrir des divisions. Il s'agit d'expliquer, avec la délicatesse d'un chirurgien de la vérité, que les erreurs du passé ne doivent pas devenir les haines de demain, mais les piliers d'une transformation collective. Et cette transformation ne peut être authentique que si elle est enracinée dans la sagesse africaine, dans cette voix intérieure que tu dois faire résonner à chaque paragraphe.
Une voix qui rappelle que la souveraineté n'est pas un privilège, mais un devoir. Que le développement n'est possible que si chacun, du simple citoyen au plus haut responsable, accepte de regarder la vérité en face et de s'engager pour la préserver. Car au fond, ce que le Niger nous enseigne aujourd'hui, c'est une chose simple et immense à la fois: l'Afrique a déjà les ressources de sa renaissance, il ne lui manque que la volonté collective de les protéger. C'est sur ce socle que doit reposer la conclusion de cette deuxième partie, un appel à l'espoir lucide, à la responsabilité partagée et à la mobilisation intellectuelle. Et comme le dit la sagesse africaine, même la plus longue des nuits finit toujours par rencontrer le visage du soleil.